Merci François. Et merci tout le monde d'être venu et merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, comme l'indique mon titre, je vais vous parler des systèmes de particules en interaction et des transitions, des dynamiques vitreuses en général. Donc plus en particulier, je vais vous parler d'une classe des systèmes de particules sur réseau avec dynamique stochastique qui s'appelle Kinetically Constrained Models, système de particules avec contraintes cinétiques, ou KCM pour les amis, et qui ont été introduits dans les années 80 par les physiciens pour modéliser et pour comprendre la transition liquide-vert, qui reste à aujourd'hui un phénomène ouvert, donc la compréhension de ces phénomènes reste ouverte, un problème ouvert majeur en physique de la matière condensée. Et ces modèles, ces toy models, ces KCM, ont été beaucoup étudiés dans les derniers 40 ans. Donc, je vous ai dit, ils ont été introduits dans les années 80 par les physiciens avec des simulations numériques de plus en plus massives, avec des travaux plutôt aussi théoriques et heuristiques. Et dans les derniers 15 ans, pour des raisons qu'on verra dans la suite, ils ont beaucoup intéressé aussi les mathématiciens. Donc, la communauté des probabilistes s'est intéressée à ces modèles et on verra pourquoi. Donc, à la place de commencer par vous donner la motivation physique, je vous la donnerai après, je veux commencer par introduire les modèles qu'on regardera principalement aujourd'hui. Après, je vous donnerai des idées aussi sur la classe plus générale des modèles. Les modèles s'appellent modèles de Fredriksson-Andersen, c'est le nom d'un chimiste et un physicien qui avait introduit ces modèles, two spin facilitated, ou FA de F. Il s'agit d'un système de particules sur réseau, sur les réseaux euclidiens, ZD. Chaque site est soit vide, et je vais l'indiquer avec un rond blanc, soit occupé par une particule, les ronds noirs. Et la dynamique est une dynamique stochastique, c'est un processus de Markov à temps continu, c'est une dynamique des naissances et morts des particules. Donc, plus précisément, sur la dynamique est définie. Tout d'abord, on fixe un paramètre, Q, qui va être un paramètre dans l'intervalle 0,1. Et ensuite, sur chacun des sites, on a un horloge poissonien des paramètres 1. Les horloges sur les sites différents sont indépendants. Et quand l'horloge sonne sur un site, je vais essayer de mettre à jour la configuration sur ces sites. Et je vais la mettre à 0 à taux Q et à 1, à vide à taux Q et à occupé à taux A-Q. Et j'ai bien dit, je vais essayer, parce que je ne vais pas réussir tout le temps. La première chose que je vais faire quand l'horloge sonne, je vais vérifier si une certaine contrainte est satisfaite. Et la contrainte dit qu'il faut que parmi les sites premiers voisins du site sur lequel je veux faire la mise à jour, il y en ait au moins 2, d'où le nom two spin facilitated, qui soient vides. Si la contrainte n'est pas satisfaite, je ne fais pas l'update. Et si par contre la contrainte est satisfaite, je réfléchis la configuration en la mettant donc à 0 avec taux Q et à 1 avec taux A-Q. Donc, ce qui veut dire qu'un site occupé avec la contrainte satisfaite sera vidé à taux Q et sera rempli à taux A-Q. Donc, dynamique toute simple. Voyons quelques propriétés. La première, elle a une propriété sympathique qui la rend facile d'un certain côté. La première propriété, c'est que cette dynamique satisfait les bilans détaillés par rapport à une mesure qui est très simple. C'est la mesure produit qui donne poids A-Q au site vide et Q au site, A-Q au site occupé et Q au site vide. Ceci parce que la contrainte ne dépend pas de la valeur de la configuration dans les sites sur lesquels je suis en train de faire des mises à jour. Donc, il n'y a pas de corrélation statique sur cette mesure d'équilibre. Donc, on est réversible par rapport à cette mesure, ça veut dire qu'il s'agit d'une mesure d'équilibre stationnaire pour le modèle. Ce qui correspondrait à dire, si on passe dans les langages des physiciens, qu'on a une mesure de Gibbs qui est une mesure sur laquelle l'hamiltonienne est simplement la somme sur tous les sites des variables d'occupation. Donc, il n'y a pas de corrélation particulière. Deuxième propriété, moins sympathique, qui la rend moins facile à étudier, il s'agit d'une dynamique qui n'est pas attractive. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des systèmes de particules avec lesquels les probabilistes ont l'habitude de travailler, c'est des dynamiques, donc plusieurs au moins de ces dynamiques, c'est des dynamiques attractives. Par exemple, la dynamique du modèle d'Ising stochastique, la version dynamique du modèle d'Ising est attractive. Ça veut dire que c'est possible de déterminer
une façon de faire évoluer deux configurations différentes de façon couplée, de telle sorte que si une configuration domine l'autre dans le sens qu'elle a plus de sites occupés au temps zéro, cela va être vrai à tout temps. Ici, ce n'est pas le cas. Le fait qu'il y ait les contraintes fait que introduire plus de sites vides au début peut avoir des conséquences imprédictibles. Pourquoi? Donc, si j'ai une configuration qui a plus de sites vides par rapport à une autre, cela veut dire que sur celle qui a plus de vides, je vais faire plus de mises à jour. Mais ces mises à jour peuvent potentiellement me rendre les sites occupés. Donc, je ne peux pas garder cette attractivité. Il n'y a pas cette attractivité. Donc, et cela implique d'un point de vue un peu plus technique que plusieurs techniques, en particulier des techniques de couplage et de sensoring qui ont été très utilisées pour d'autres systèmes de particules depuis qu'ils ont commencé à être étudiés, depuis les travaux des Spitz, ne peuvent pas être utilisées ici. Ensuite, autre remarque. La mesure Bernoulli-produit n'est pas la seule mesure invariante pour cette dynamique. En effet, il existe des configurations qui sont bloquées sous la dynamique. Par exemple, de façon triviale, une configuration qui est complètement remplie, elle est bloquée sous la dynamique parce qu'aucun site a la contrainte satisfaite. Donc, aussi, la mesure qui est concentrée sur la configuration complètement occupée est une mesure invariante. Il y en a des moins triviales. Il y a d'autres configurations qui sont bloquées et qui ne sont pas complètement remplies. Et plus que ça, il y a des configurations qui ne sont pas bloquées, mais qui contiennent des clusters de particules qui sont bloqués sous la dynamique. Par exemple, si je suis à 2D et j'ai une double ligne j'ai deux lignes côte à côte qui sont complètement remplies. Toutes les particules de ces deux lignes ont la contrainte qui n'est pas satisfaite. Parce que si j'ai deux lignes côte à côte qui sont remplies, chacun de ces sites voit trois premiers voisins dans les deux lignes, deux à côté et un au-dessous. Et donc, il a seulement au plus un site voisin qui est libre. Donc, tous ces sites-là sont mutuellement bloqués. Et si je démarre avec une configuration qui contient ces clusters, ces doubles lignes complètement occupées, cela va rester occupé tout le temps. Ceci pour vous dire que donc, cette dynamique, certes, elle a une mesure invariante produit, donc sympa, c'est une corrélation statique qui diverge, mais il y a plusieurs mesures invariantes, donc il y aura des soucis d'ergodicité et aussi la relaxation à l'équilibre ne peut pas être, à la mesure produit de Bernoulli, ne peut pas être uniforme sur toutes les configurations initiales, parce que notamment si je démarre avec des configurations bloquées ou avec un sous-cluster bloqué, cela va rester tout le temps. Et donc, on ne pourra pas faire, pour démontrer la convergence à l'équilibre, des arguments du type worst case analysis, partir du pire cas possible. Et aussi, certaines inégalités coercives qui sont utilisées pour démontrer la relaxation à l'équilibre ne marchent pas ici. Autre propriété de cette dynamique FA de F, c'est une dynamique coopérative. Par cela, j'entends la chose suivante. Si je prends dans ma configuration une région vide finie, aussi grande que vous voulez et de la forme que vous voulez, et que tout autour j'ai des sites qui sont complètement remplis, je ne pourrai pas, à partir de ces sites vides, partir de ces sites vides et vider tous les restes de ma configuration. Pourquoi? Parce que, supposons que vous avez choisi une certaine région vide, et moi je vous donne même plus, je vous donne encore plus de vide jusqu'à la rendre des formes rectangulaires. Et maintenant, tout le reste de mon système est rempli. Et bien, vous voyez qu'aucun des autres sites peut être vidé, parce que tous les sites qui sont à l'extérieur ont au moins 3 voisins à l'extérieur, ce qui fait qu'ils seront bloqués. Donc, cela veut dire que le type des mouvements à l'intérieur de mon système ne pourra pas être une sorte de version renormalisée des sites vides qui vont bouger autour. Et donc, les mécanismes qui interviennent dans cette dynamique, dans les régimes dans lesquels la densité des vides, donc la densité à l'équilibre des vides, donc notre paramètre Q est petit, seront des mécanismes forcément de type coopératif. Il faudra faire coopérer différentes régions des vides distantes pour pouvoir les faire bouger. Et donc, les mécanismes de relaxation sont assez complexes et subtils, et cela implique aussi que la relaxation est assez hétérogène. Ça demande la coopération des régions assez distantes. On le verra plus précisément dans la suite.
Et donc, motivation numéro 1, pourquoi ces modèles sont intéressants pour les probabilistes? Parce que, tout d'abord, on voit une dynamique assez simple à définir. Et pourtant, on voit tout de suite que plusieurs outils qui sont utilisés d'habitude pour les systèmes de particules en interaction, l'attractivité, le couplage, ne marchent pas ici. Donc, on aura besoin de nouveaux outils pour étudier ces dynamiques, pourtant si simples. Et alors, venons aux motivations qui nous viennent de la physique. Donc, je vous ai dit que ces modèles ont été introduits dans les années 80 et le but, c'était de modéliser la transition liquide-vert. Donc, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est la transition liquide-vert? C'est de façon assez brutale, disons là, c'est la chose suivante. On prend un liquide à haute température, donc la température à laquelle ce liquide est liquide, et il contiendra typiquement aussi des impurités. C'est un mélange de... il y a différents types de liquides. Ça peut être de la silice avec du carbone et il y avait une troisième composante que là j'ai oublié. Bon, il y a un liquide. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse sa température. Si on baisse la température d'un liquide de façon lente, adiabatique, on sait qu'à un certain moment, la thermodynamique nous dit qu'à un certain moment, on va avoir une transition liquide-solide, où le solide sera un solide cristallin qui se forme, donc une transition liquide-cristal. Et si par contre on le fait de façon abrupte, si on baisse la température, si on fait ce que les physiciens appellent un quench, donc on baisse la température de façon abrupte, et bien la structure cristalline n'a pas le temps le cristal n'a pas le temps de nucléer à l'intérieur du liquide, il n'a pas le temps de se former, et ce qui se passe, c'est que le liquide rentre dans un état métastable. Il n'est plus à l'équilibre, il rentre dans un état métastable qui est caractérisé par des temps de relaxation très longs, par une grande viscosité. Ce qu'on mesure, c'est la viscosité. Ce que les physiciens mesurent, c'est la viscosité, elle devient très grande. Et donc, on voit des temps qui divergent, et jusqu'à quand, pratiquement, les liquides se gèlent. Il ne peut plus bouger. Donc, les temps sont si longs que le temps typique de la thèse du thésard de l'expérimentateur est dépassé, et le liquide est encore là, il est figé. Et là, c'est l'état des verres. Donc, les verres, vous devez l'imaginer comme un liquide qui ne peut plus bouger. En fait, si vous les regardez au microscope, sa structure n'est pas du tout ordonnée comme celle d'un cristal, mais elle est plutôt amorphe comme celle d'un liquide. Et pourtant, d'un point de vue d'autres propriétés structurelles, il s'agit d'un solide. Donc, et comme je vous ai dit, comprendre cette transition, c'est encore aujourd'hui un problème ouvert majeur dans la physique de la matière condensée. Certes, il y a plusieurs théories, il y a beaucoup d'expériences qui ont été conduites, surtout dans les derniers 50 ans, mais il n'y a pas une théorie qui arrive à expliquer tous les phénomènes. Il n'y a pas une théorie de la transition vitreuse. Et le fait, c'est que cette transition est assez anodine, parce que d'un côté, on voit la grosse divergence d'échelle des temps. Par grosse divergence, j'entends par là que si on regarde d'un point de vue expérimental, quand on varie la température de quelques degrés, on a, pour certains liquides, 14 ordres de grandeur, donc 6 10 à la puissance 14, qui varient dans le temps quand on étudie, on mesure la viscosité. Les temps changent de 14 ordres de grandeur, alors qu'on varie juste de quelques degrés la température. Et pourtant, il n'y a pas de changements structuraux significatifs à l'intérieur du liquide qui justifieraient cette divergence de temps. De plus, il y a une grande variété de structures amorphes, donc il n'y a pas un seul... c'est pas évident de comprendre cette transition d'ergodicité, des brisures d'ergodicité, elle est assez anomale. Et donc, dans les années 80, certains physiciens et chimistes ont pensé d'essayer de comprendre cette transition. Ils ont introduit ces modèles joués, les modèles FA2F et d'autres modèles, et ils s'est basé sur l'idée suivante. Donc l'idée, c'était que peut-être que la transition vitreuse n'a rien de, au moins peut être expliquée d'un point de vue dynamique et pas trop statique, vu qu'on ne voit pas des corrélations, des changements structuraux. Peut-être que ce phénomène est dû au fait que quand on baisse la température d'un liquide et donc on fait augmenter sa densité, et de façon, disons, assez constrainte, si on regarde une molécule à l'intérieur du liquide, elle, pour pouvoir bouger, il faut qu'elle ait de l'espace autour. Mais peut-être que quand on augmente la densité, elle est de plus en plus piégée par la présence d'un trop grand nombre de voisins autour, et ces voisins sont piégés par les autres, etc., etc. D'un point de vue des mathématiciens, ça rappelle un phénomène de percolation. Donc la question est, est-ce qu'il y a une valeur de la densité, ici, de la paramètre Q, auquel il y a une percolation des structures bloquées?
Certes, pas des structures pour FA de F comme des barres rigides, mais quelque chose de plus complexe qui pourrait à un certain moment percoler et donc induire cette divergence des temps. Et les physiciens se sont tout de suite amusés à essayer de comprendre comment. Donc, ils ont simulé ces systèmes et ils ont vu qu'effectivement, en dépit du fait qu'ils soient assez simples comme dynamique, on voit bien plusieurs caractéristiques qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe pour les liquides surfondus à proximité de la transition vitreuse. On voit une divergence anormale des échelles de temps, on voit des phénomènes aussi de vieillissement, une relaxation hétérogène. Donc on voit plusieurs choses qui rappellent la transition liquide-vert et ils se sont tout de suite aussi amusés à changer les contraintes parce que je vous ai défini cette dynamique, mais pourquoi imposer la contrainte au moins 2 sites vides de les voisinages? Pourquoi pas un site vide ou pourquoi pas d'autres voisinages plus complexes? Et donc ils ont commencé à changer la contrainte et donc, toute la classe des modèles KCM correspondent à changer, à définir la contrainte locale qui doit être satisfaite pour que quand l'horloge sonne sur un certain site, je puisse updater. Et la seule, disons, règle à respecter, vous pouvez aussi vous construire votre propre KCM, la seule règle à respecter, c'est que la contrainte doit être locale, on ne peut pas aller regarder à l'infini, et elle ne doit pas dépendre de la valeur de la configuration sur les sites que je suis en train d'updater. Sinon, je vais ensuite avoir des mesures plus complexes. Déjà, la mesure d'ellipse va avoir des corrélations. On veut, pour comprendre ces dynamiques, avoir quelque chose qui n'a rien de spécial dans la statique. Donc, il y a une mesure d'équilibre qui est produite. Mais voir comment, en variant cette contrainte, la dynamique devient lente dans les régimes quand on baisse la densité à l'équilibre des sites vides. Donc, la première question que se sont posées les physiciens, donc, et c'est naturel vu leur motivation, c'est donc comment les échelles des temps divergent quand on baisse la valeur du paramètre Q qui fixe la valeur à l'équilibre de la densité des sites vides. Les sites vides sont ceux qui me permettent les mouvements. Comment, quand je baisse la densité des sites vides, quand je baisse cette valeur, bien sûr, les temps des échelles de temps vont devenir plus longues, parce que je vais devoir attendre typiquement plus de temps pour pouvoir avoir la contrainte satisfaite, mais comment est-ce que cela diverge? Et ils ont tout de suite donc, essayé d'attaquer cela avec des simulations numériques. Et ça a été tout de suite assez clair que, non, peut-être pas tout de suite, mais le point c'est que étudier ces modèles, notamment les modèles FA de F avec des simulations numériques, est assez subtil, assez glissant, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que donc, les échelles de temps, pour les contraintes intéressantes, celles qui sont intéressantes d'un point de vue de l'étude de la transition liquide-vert, divergent très rapidement. Donc, aller les comprendre avec une simulation numérique, ce n'est pas évident. Et surtout, elles ont des échelles de façon pas typiquement à loi des puissances pour les modèles qui vont être les plus intéressants. Et donc, extraire juste d'une simulation numérique ces échelles de temps est souvent assez, peut induire à des erreurs. Et effectivement, la motivation forte pour étudier ces modèles d'un point de vue rigoureux, c'était de mettre sur des bases plus solides ce qui avait été fait en physique. Et effectivement, avec ces études rigoureuses, on a pu voir que plusieurs conjectures qui avaient été mises en avant par les physiciens à partir des simulations numériques n'étaient pas correctes, aussi bien sur la forme de la divergence des échelles de temps pour certains choix des contraintes, et dans le cas aussi du modèle, en fait, dans le cas d'un parent d'un modèle qui est à 3 dimensions, pas de dimensions dans lesquelles on demande 3 voisins libres à la place que 2, c'est le même que FA de F, sauf que c'est FA 3F. Et on est à 3 dimensions. Les physiciens, à partir de leur simulation numérique, avaient pensé qu'il y avait une densité critique à laquelle les temps divergent, alors que ce n'est pas vrai. C'est seulement à travers les études mathématiques qu'on a pu montrer que cela n'était pas correct. Une autre chose qui n'avait pas pu être faite par les physiciens, seulement à partir des simulations numériques, c'était d'identifier
en faisant varier les contraintes, les classes d'universalité, les différentes possibles formes qui peuvent avoir ces temps de relaxation. Ce qui par contre est possible à faire une fois qu'on a bien développé les outils mathématiques pour étudier ces échelles de temps. Troisième et dernière motivation qui explique les plusieurs travaux mathématiques qu'il y a eu dans les derniers temps sur ces modèles, c'est le fait que ces dynamiques stochastiques sont très liées, étroitement liées, à une classe de modèles qui avait été étudiée par la communauté des combinatoires et des probabilités de façon complètement indépendante. C'est des modèles déterministes, cette fois, ce n'est pas des modèles stochastiques, c'est des modèles déterministes de type automate cellulaire qui s'appellent modèles de percolation bootstrap. Alors, je vais vous faire tout de suite le lien entre les KCM et la percolation bootstrap. Et notamment, je vais vous présenter la dynamique bootstrap peut-être la plus célèbre, qui s'appelle Two Neighbor Bootstrap Percolation et qui est étroitement liée à notre modèle FA de F. Alors, l'espace de configuration tout de suite est le même. Donc, on est sur ZD et sur chaque site, soit le site est vide, soit il est occupé. Et la dynamique est une dynamique déterministe et à temps discret qui fonctionne de la façon suivante. Au temps 0, on a une configuration. Au temps 1, tout site qui était vide au temps 0 reste vide. Et tout site qui était occupé, il est vidé pourvu que la contrainte avoir au moins 2 sites premier voisin vides soit satisfaite. C'est la même contrainte que pour FA de F. Okay? Et ensuite, on itère. Et on itère jusqu'à quand on arrive à une configuration qui est stable sous cette dynamique. Il peut s'agir soit d'une configuration complètement vide, il n'y a plus personne à vider, soit d'une configuration dans laquelle il y a des sites vides et des sites occupés, mais qui sont mutuellement bloqués par la contrainte. Et donc, vous voyez qu'il s'agit ici d'une dynamique qui est monotone, dans le sens que cette dynamique déterministe, elle vide seulement les sites, elle ne les remplit jamais. Et ce n'est pas difficile de voir que si on démarre de la même configuration et on considère d'un côté cette dynamique déterministe et de l'autre côté la dynamique FA de F, et qu'on déroule la dynamique déterministe jusqu'à la fin, si on tombe sur une configuration qui est complètement vide, ça voulait dire que sous la dynamique FA de F, il n'y avait pas de cluster des particules qui étaient bloquées sous la dynamique. Et en revanche, si on a un cluster de particules qui est bloqué sous la dynamique de FA de F, cela correspond exactement au cluster de particules qui vont rester à la fin de la dynamique déterministe. Donc il y a une relation de biodiversité entre les clusters de particules, les éventuels clusters, les backbones bloqués à la fin de la bootstrap, et ceux qui sont bloqués sous la dynamique stochastique. Mais une différence cruciale, elle n'est pas tellement le fait que la dynamique bootstrap soit à temps discret, mais le fait qu'elle est monotone. Elle ne remplit jamais les sites et les vides seulement. Pour cette dynamique déterministe, plusieurs études ont été faites. Elle a commencé à être étudiée dans les années 80 de façon complètement indépendante des KCM. Il n'y avait pas de... les deux communautés ne se connaissaient pas l'une l'autre. Et donc la première chose qui a été faite, c'était la première question naturelle à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe typiquement? Quelle est typiquement la configuration stable que je vais attendre à la fin de ma évolution si je démarre au temps 0 pour la dynamique déterministe, d'une configuration qui est tirée avec une distribution Bernoulli avec poids Q pour les sites qui sont vides et poids à moins Q pour les sites qui sont occupés. Est-ce que je vais arriver à une configuration qui est complètement vide ou est-ce qu'il y a une valeur, un seuil critique QC, tel que si la densité des vides est trop petite et plus petite que QC, je vais avoir une percolation des structures bloquées. Et la réponse est que QC égale 0, c'est-à-dire pour toute valeur strictement positive de la densité des vides au début, si je déroule cette dynamique déterministe, à la fin, je vais atteindre presque sûrement la configuration qui est complètement vide. Et ça, c'est un résultat qui a été prouvé à la fin des années 80 par Arnold Van Enter. Et ensuite, la question suivante, c'est d'accord, je vais atteindre la configuration qui est complètement vide, mais si je m'installe à l'origine et je distribue la configuration initiale par rapport à Bernoulli, combien de temps je dois attendre typiquement pour être vidé par cette dynamique déterministe? Donc, quel est le temps, ce qui est appelé dans la communauté Bootstrap, le temps d'infection? Comment ça échelle en fonction de Q? Parce que clairement,
quand Q devient plus petit, ces temps-là augmentent. Et donc, à la fin au début des années 90, j'ai oublié de mettre la référence, Eisenman et Leibowitz ont montré que, des upper et lower bounds, qui ont montré que ces temps échelle de façon exponentielle avec une puissance qui dépend de la dimension, 1 sur d moins 1, 1 sur q, où q est la densité des sites vides. Et il a fallu attendre encore presque 20 ans pour que Alexander Onroyd montre qu'il y a un sharp threshold. Donc, la constante des ventes pour la dimension 2 est égale à pi carré sur 18. Il y a vraiment une constante telle que ce n'est pas juste un upper et lower bound avec des logarithmes ou d'autres, mais c'est vraiment un sharp threshold. Et ensuite, peu après, Baloff, Bela Bolobas, Ugo Dumil-Copain et Rob Morris ont montré qu'à toute dimension, il y a un sharp threshold. Ils ont même donné la formule, elle est juste un peu compliquée à écrire. Et donc, cette constante qui est là devant, donc il y a un sharp threshold à toute dimension. Pour la bootstrap, alors. Et donc, maintenant, revenons à notre dynamique FA de F. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je suis à l'origine et je me demande quel est le premier temps auquel mon origine est vidée pour la première fois? Donc, en collaboration avec Ivailo Artaski, qui était mon doctorant, maintenant à Vienne, avec Fabio Martinelli à Rome, nous avons montré que le temps d'infection de l'origine, donc le premier temps auquel l'origine est vidée pour la dynamique maintenant stochastique, pour la dynamique FA de F, quand on est sur le processus stationnaire qui démarre à temps zéro par la mesure Bernoulli, il échelle aussi avec la même forme de scaling que pour la bootstrap. La seule différence est que donc, la constante, on a aussi donc un sharp threshold, mais la constante qu'on a devant, c'est 2 fois la constante de la percolation bootstrap. Et ceci aussi si on regarde avec grande probabilité, donc, et ceci aussi si on regarde la moyenne de ces temps d'infection. Ce qui veut dire que le temps d'infection, le temps typique de notre dynamique stochastique est la puissance d par rapport au temps de la dynamique bootstrap. Donc, avant de vous donner les idées de l'heuristique, de comment on trouve ces résultats, je voulais juste faire 2 remarques. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un corollaire du résultat de la bootstrap. Les deux dynamiques sont a priori très différentes. L'une est une dynamique stochastique dans laquelle on peut vider et remplir les sites. L'autre est une dynamique déterministe dans laquelle on vide seulement. Le temps typique de la dynamique bootstrap est la taille de la région minimale qu'il faut débloquer avant d'atteindre l'origine. Et ici, par contre, pour la dynamique stochastique, il faudra tenir en compte des effets du type, ce n'est pas juste la taille du parcours minimal qui me permet, en satisfaisant les contraintes, d'éviter l'origine, mais il faudra aussi tenir en compte du fait que la dynamique, elle ne doit pas passer par des éléments rares. Donc, il faudra trouver des chemins optimaux pour faire bouger nos vides pour pouvoir atteindre l'origine. Et l'autre remarque, c'est effectivement, même en littérature physique, il y avait des conjectures contrastantes sur la valeur de cette constante. Donc, on avait déjà compris que ça échelle avec cette forme, mais même quand cela a été compris, au début, ils pensaient que ça diverge, donc ils n'avaient pas compris les scaling, mais une fois que les résultats de la bootstrap ont permis entre les deux communautés, il y avait la conjecture que le scaling soit celui-là, mais la constante n'était pas... Il y avait des conjectures différentes à partir des simulations numériques. Alors, quelques mots sur les idées. Donc, bien évidemment, pour trouver ces résultats, on a dû d'un côté établir des lower bounds et de l'autre côté des upper bounds, donc des bornes supérieures et inférieures. Pour établir des bornes supérieures, pour dire que le temps est plus petit que quelque chose, on identifie un mécanisme de relaxation et on l'insère dans les formules, comme on verra. Et pour établir de l'autre côté que le temps d'infection doit être plus grand que quelque chose, on identifie une configuration rare, un set rare de configurations dans lesquelles il faut typiquement passer, si on démarre par la mesure d'équilibre, avant de pouvoir vider l'origine. Donc, ça c'est très vague pour le moment. Donc,
quelques idées plus concrètes de l'heuristique. Dans les régimes, ce qui nous intéresse, c'est le comportement dans les régimes valeurs de la densité des vides, donc paramètre Q petit. Dans ces régimes, vous devez penser la dynamique des FA de F comme une dynamique qui est dominée par les mouvements des gouttelettes, donc ce qu'on appelle les droplets, des gouttelettes qui sont grandes et rares. C'est des gouttelettes qui contiennent un certain nombre de vides. Et donc, ils sont grandes, elles échellent, leur taille échelle comme un polynôme de 1 sur Q, où Q la densité des zéros, donc ça diverge quand Q tend vers 0. Et sont rares, leur densité échelle en fait comme l'inverse du temps de notre échelle de temps qu'on va trouver à la fin. Donc, la densité de ces droplets, la probabilité de voir à un certain endroit une gouttelette, échelle comme exponentielle moins 1 sur la densité des vides à une certaine puissance. Et ces droplets, ces gouttelettes, sont des gouttelettes qui sont mobiles dans un environnement typique en toute direction. Alors là, j'ai mis des points de suspension parce que ça pourrait sembler contradictoire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit et je vous ai montré avec un dessin que vous avez bon à trouver une gouttelette grande et vide comme vous voulez, mais elle ne sera pas capable de bouger partout. Alors là, je vous dis qu'elle peut bouger dans toutes directions, mais j'ai dit dans un environnement typique. Donc, j'ai refait les mêmes dessins que tout à l'heure. J'ai un rectangle vide et tout autour, j'ai des sites remplis. Je ne peux rien faire. Tous les sites qui sont remplis ne peuvent pas être vidés. Je peux juste encore occuper des sites à l'intérieur, mais ensuite, je suis bloqué. Mais supposons maintenant que j'ajoute juste un tout petit zéro, un site vide à côté. Alors maintenant, vous voyez que la présence d'un seul vide à côté me permet, de façon séquentielle, de vider toute la colonne à l'extérieur de mon carré initial vide. Parce que je vais démarrer par le site juste en dessous, qui a un vide au-dessus grâce à ces vides additionnels et ces vides de gauche, et je continue. Donc, vous voyez, j'ai été capable de vider toute une colonne grâce à un seul vide qui est à l'extérieur. Et bien, de façon réversible, je peux aussi remplir toute la colonne qui est là, sauf un site. Et donc, vous voyez, c'est ça la clé du mécanisme. Si j'ai des régions vides qui sont suffisamment grandes, et ou suffisamment, ça voudrait dire une loi de puissance à 1 sur Q, typiquement, je vais voir ces zéros additionnels autour. Donc, typiquement, ma gouttelette sera dans un environnement bon, c'est-à-dire avec un tout petit peu de zéros autour. Il en suffit de 1, si la droplette est complètement vide, pour pouvoir bouger. Okay? Donc, les mouvements de ces gouttelettes dans un environnement typique, puisqu'elles sont larges, et donc puisque typiquement je vais avoir ces zéros additionnels à l'extérieur, il m'en suffit de 1 si la droplette est complètement vide, elles vont pouvoir bouger dans toutes directions. Ensuite, une fois qu'on aura identifié les gouttelettes qui peuvent bouger, on saura que le temps d'infection de l'origine, le premier temps auquel l'origine est vidée, il va écheler comme le temps pour une gouttelette pour arriver à l'origine. En fait, on saura qu'il sera limité, borné supérieurement par le temps qui est nécessaire à ma droplette pour arriver à côté de l'origine. Ensuite, les mouvements donc, pour comprendre comment ça échelle ce temps, il faut comprendre quel est le mouvement des droplets. Alors, ces droplets, elles pourront, donc ce qui se passe pour ces droplets, si on regarde, si on regarde ces régions, supposons que ce sont des régions complètement vides, ce qu'elles peuvent faire, encore, c'est un mouvement de branchement. Donc, à partir d'une région, d'une gouttelette qui est vide, avec un zéro au moins autour sur chaque côté, je vais pouvoir créer une autre gouttelette vide. Parce que comme vous avez vu, à partir de la gouttelette vide, je peux vider toute une autre colonne, etc. etc. Donc, je peux créer une autre droplet vide à côté. Ou alors, s'il y a deux droplets vides à côté, je peux faire une coalescence. Donc, il y en a une qui va disparaître, sauf laisser un vide par colonne et par ligne, et je vais rester avec une seule. Ou alors encore, si j'ai un droplet vide et j'ai l'environnement typique autour, je peux, comme je vous ai dit, donc j'ai vidé une colonne, après je peux remplir la dernière colonne qui était vide en laissant juste un vide, et ainsi de suite, jusqu'à déplacer ma droplet. Donc essentiellement, mes droplets peuvent faire un mouvement de branchement, coalescence et exclusion, donc un saut. Et si on regarde, un processus qui fait coalescence, branchement et exclusion,
les temps typiques pour atteindre l'origine et l'échelle avec l'inverse de la densité de ces unités qui font les mouvements. Et alors, pourquoi? Et donc, d'où le fait que notre temps est échelle comme exponentielle, 1 sur Q à la... on avait vu que la densité... Donc, c'est l'inverse de la densité, ça donne notre résultat. Et pourquoi ça, c'est la puissance D par rapport au temps typique de la bootstrap? C'est parce que, par contre, la bootstrap, comme temps typique pour pouvoir infecter l'origine, va mesurer juste la distance. La bootstrap est une dynamique déterministe qui vide de façon séquentielle, sans rien payer. Ça ne va pas créer des vides ici, ça ne coûte pas. De façon séquentielle, tous les sites jusqu'à atteindre l'origine. Et donc, pour la bootstrap, les échelles de temps pour pouvoir vider l'origine est l'échelle comme la distance à la première droplet à partir de laquelle je peux vider tout et arriver à l'origine. Et donc, d'où le fait qu'ici, c'est 1 sur la densité, la puissance 1 sur D, parce que c'est la distance et non pas l'inverse de la densité ici qui domine. Et donc, rentrons encore plus dans les vifs du sujet. Donc la première chose à faire a été d'identifier quelles sont les droplets optimales qui dominent notre dynamique. Et je vais vous dire, optimales, ça veut dire sont des droplets qui sont mobiles dans un environnement typique, mais qui ne sont pas trop rares. Parce que, notamment celle que je vous ai montrée tout à l'heure, un carré complètement vide, qui doit être au moins de taille 1 sur Q, log 1 sur Q, pour pouvoir être typiquement voir un vide autour, il n'est pas un bon candidat pour trouver mon résultat. Parce que la densité, la probabilité d'avoir rien qu'une seule colonne qui est rigide et qui est complètement vide de taille 1 sur Q, ça va me coûter exponentielle 1 sur Q log Q. Donc c'est bien plus grand que le temps que je veux trouver. Donc en fait, si on demande d'avoir dans mes droplets, dans mes gouttelettes, des colonnes de taille polynomiale en 1 sur Q qui sont complètement vides, c'est trop rigide, c'est trop rare. Alors ce qu'on a fait, c'est de construire des gouttelettes qui sont moins rares, plus souples, qui sont des régions grandes, mais qui contiennent des zéros, qui ont beaucoup de choix anthropiques dans leur positionnement, de façon à avoir quelque chose de moins rare. Et pour faire cela, donc, il y a une sorte de construction multi-échelle, je vais vous montrer un dessin tout à l'heure, à l'intérieur de la droplet, de la présence des vides. Et ces vides donc, ont beaucoup de choix dans leur positionnement. Et donc, notamment, comme je vous ai dit, sous l'échelle de la gouttelette, il y a un mouvement qui peut être un mouvement de branchement en saut, ou alors il y a une coalescence, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la droplet? Donc, à l'intérieur de la droplet, pour pouvoir faire ces mouvements, il y aura des réarrangements de ces zéros. Et la construction est faite de façon telle que ces réarrangements ne doivent jamais passer par des lignes rigides, complètement droites, de taille 1 sur Q, complètement vides. Donc, vous devez vous imaginer mes droplets non pas comme des régions complètement vides, de taille 1 sur Q, en certaine puissance, mais des régions qui sont plutôt de cette taille-là, mais qui contiennent certains vides à l'intérieur, qui peuvent se déformer à l'intérieur, faisant une sorte de mouvement qu'on appelle un mouvement amèbe, comme des amèbes qui se déforment à l'intérieur, pour pouvoir ensuite se déplacer ou créer une autre droplet ou faire une coalescence. Donc, au-delà de tous ces mots un peu évocatifs, les outils qu'on va utiliser pour montrer ces résultats, qu'on a utilisé pour montrer ces résultats, sont d'un côté le fait qu'on veut borner un temps de hitting, donc le premier temps des passages sur l'événement, l'origine est vide. Et donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on relie ces temps des premiers passages dans cet événement à un problème des valeurs propres d'une certaine forme de Dirichlet. Donc on a notre processus stochastique. Le processus stochastique a un générateur. Et il y a une forme de Dirichlet associée à ce générateur. Et il y a un lien classique entre temps des premiers passages pour le processus stationnaire et ces formes de Dirichlet. Ensuite, on établit une inégalité des points carrés sur cette forme de Dirichlet. Et enfin, on fait une procédure de renormalisation qui nous permet de découpler, de traiter séparément ce qui se passe à l'intérieur de la droplet
Donc ces mouvements de type amèbe qui se passent à l'intérieur de la droplet, et les mouvements vus de façon macroscopique sans regarder à l'intérieur, dézoomés de la droplet. Ces mouvements de coalescence, exclusion et branchement. Donc je regarde l'heure et je crois que je vais un peu sauter la partie où je donne un peu les idées sur la preuve pour rester un peu plus à un niveau un peu plus général. S'il y a des questions, j'y reviendrai. Je voulais passer à vous raconter, donc là jusqu'à là c'était des résultats pour les modèles FA2F, mais je vous avais promis de vous dire aussi des choses plus en général sur toute la classe des modèles avec contraintes cinétiques. Et je vous avais dit notamment que à travers, en utilisant les outils mathématiques qu'on a introduits pour FA2F, en fait l'histoire est un peu l'inverse, donc c'est plutôt donc dans une série de papiers, donc avec Iva Ortaski, mon ex-étudiant, Laure Maraîcher, encore une autre doctorante, Fabio Martinelli à Rome et Rob Morris à l'IMPA, Rio de Janeiro, un expert des bootstrap percolation. On s'est penché sur essayer de comprendre si c'est possible de classifier toutes les règles, au moins à 2 dimensions, tous les choix possibles des contraintes, et de façon telle que si vous me donnez votre nouvelle contrainte, je puisse vous dire quel est le scaling des temps d'infection de l'origine pour votre dynamique. Et donc, on a pu montrer que tous les modèles, tous les types possibles de règles, c'est classifié en 5 classes. Je vais vous dire un mot de plus sur l'heuristique dans un instant. Donc, il y a une classe des modèles qu'on appelle supercritical unrooted. C'est des modèles pour lesquels le temps d'infection échelle de façon polynomiale avec la densité des sites vides. Ensuite, il y a des modèles, et dans cette classe, je vais vous dire tout de suite, non. Dans cette première classe, il rentre les modèles FA1F, les modèles dans lesquels on demande d'avoir un seul site vide pour pouvoir être updaté. Et en fait, ces modèles FA1F est très différent des FA2F parce que, regardons-le par exemple à la dimension 1, ça veut dire que puisqu'il suffit d'un seul site vide pour être updaté, quand j'ai un site vide, les sites d'à côté peuvent être mis à 0. Ensuite, ces sites-là peuvent être remplis. Ensuite, ces sites-là peuvent être vidés. Ces sites peuvent être remplis. Ça veut dire que ces modèles-là, FA1F, quand Q est petit, se comporte, donc sa dynamique est dominée par les mouvements des gouttelettes, très simples ici. Les gouttelettes, c'est des simples zéros isolés qui peuvent bouger, comme si c'était pratiquement comme s'ils étaient sur des random walk, mais ce n'est pas du tout des random walk, mais en tout cas, ici, la gouttelette qui domine les mouvements est une simple gouttelette finie qui n'a pas besoin d'aide de l'extérieur. Très différent par rapport à FA2F. Deuxième classe, les modèles qu'on appelle supercritical rooted. Pour ces modèles-là, le temps d'infection échelle comme 1 sur Q à la puissance log Q. Dans cette classe, il rentre un modèle qui semblerait à première vue assez similaire à FA1F, mais qui s'appelle IST et qui a donc un comportement très différent. Ces modèles-là, regardons-le à une dimension, s'appellent IST parce que pour pouvoir bouger, pour pouvoir updater un site, on va regarder à l'est et on demande que les sites à l'est, donc les premiers voisins à gauche, soient vides. Alors, dans ces cas-là, la dynamique est très différente. Beaucoup plus petit que 1, on ne pourra pas, les zéros isolés ne peuvent pas bouger comme si c'était une sorte de random walk. Parce que bon, c'est vrai qu'à partir d'un zéro isolé, je vais pouvoir vider son site à droite, qui a la contrainte satisfaite, et à partir de ce site-là vide, je peux vider celui-là, etc. Mais si je suis ici à l'origine, je suis assise à l'origine, la distance typique que je vais regarder à ma gauche pour trouver un zéro, elle est 1 sur Q. Et avant d'être attente, heureusement, je ne vais pas devoir attendre que tout le monde soit vidé là, parce que sinon, j'attendrai un temps qui est 1 sur Q à la puissance 1 sur Q. Donc, mais ce n'est pas non plus simplement la distance à l'origine. Le pénétrant, ça ne sera pas juste la distance à l'origine, le temps qu'il faut pour un random walk qui est à distance 1 sur Q de moi pour m'attendre.
Ça sera quelque chose de plus. Le fait, c'est que pour pouvoir, à partir d'un site qui est à distance 1 sur Q, atteindre vide, atteindre l'origine, il faudra passer ici par une configuration qui contient un nombre de vides qui est logarithmique dans ces distances. D'où le fait qu'on va attendre un temps qui est 1 sur Q à la puissance log 1 sur Q. Donc il y a un résultat combinatoire qui dit qu'avec cette, si on fait une dynamique qui satisfait cette contrainte orientée east, qui à première vue semblerait assez innocent de changer la contrainte, pour pouvoir faire franchir en zéro une distance L, pour pouvoir, à partir d'un seul zéro, en créant un zéro à la soi droite à distance L, il faut forcément passer par une configuration qui contient log base 2 de L0. D'où le fait qu'on a ces log la puissance. Ensuite, les modèles qu'on appelle finitely critical. Ici, ça contient les modèles FA2F. C'est des modèles pour lesquels on a des gouttelettes qui ont une taille elle-même 1 sur Q en puissance, parce que ce n'est pas des gouttelettes finies, parce que c'est des règles telles que toute gouttelette finie n'est pas mobile, à différence des supercritical enrooted. Donc, elles doivent être très grandes pour qu'il y ait ces zéros à l'extérieur qui peuvent les aider. Et pour cela, on a cette divergence exponentielle. Autre classe ici, quatrième classe, infinitely critical. Après vous pourrez dire, bon, c'est la même que tout à l'heure, parce qu'il y a quand même un exposant. L'exposant, là, c'est celui, dans FA1F, 2F, c'est juste 1, à 2 dimensions, parce que la taille typique des gouttelettes à 2 dimensions, FA2F, ici on est à 2 dimensions pour l'universalité. À D égale 2, la taille typique de la gouttelette est 1 sur Q. Bon, après il y a des logs, mais, non, mais elle est 1 sur Q. D'où le fait que l'exposant critique égale à 1. Ici, je vous ai juste mis que l'exposant est 2 nu, donc jusque-là, vous vous demandez pourquoi c'est une autre classe. Le point, c'est que les points, vous allez les voir dans un second, donc pourquoi je la traite comme une deuxième classe. Et à cette classe appartient, donc à la première classe appartient les modèles FA1F, à la deuxième East, à la troisième, vous pouvez penser à FA2F. À la quatrième, vous pouvez penser à un modèle que, à première vue, à nouveau, un peu comme East FA1F, c'est assez similaire à FA2F, mais il se comporte de façon assez différente. Il s'appelle modèle Duarte. Dans ces cas-là, quand j'ai un site et je veux les faire bouger, changer, il faut que j'ai 2 sites vides parmi ces 3 voisins-là. Donc, j'en demande 2 vides, comme pour FA2F, mais je ne regarde pas ces sites-là. Ça ne m'intéresse pas, s'il y a un 0 ici, je ne le considère pas. Il faut 2 vides dans cet voisinage orienté. Et ça change tout, parce qu'en fait, le scaling de son temps d'infection à 2 dimensions n'est plus exponentiel 1 sur Q comme pour FA2F, mais 1 sur Q à la puissance 2. De les 2 nous qui est là, mais donc je vous dis encore une chose dans un instant. La 5e classe est la classe des modèles qu'on appelle subcritical. C'est des modèles pour lesquels il existe une densité critique strictement plus grande que 0, tel qu'en dessous de cette densité critique, le temps d'infection est infini. Et ça parce que c'est des modèles pour lesquels, en dessous de cette densité critique, il y a une percolation des structures bloquées. Un exemple très simple, c'est les modèles qu'on appelle Northeast. Ça, c'est un exemple des subcritical. Dans ces cas-là, la règle, quand je regarde un site et je veux le faire updater sa configuration, elle demande d'avoir un 0 ici, donc juste en dessous, et à sa droite, de façon rigide. Ces 2 sites-là doivent être vides. Alors, vous voyez que si dans mon réseau bidimensionnel, j'ai un cluster de sites occupés, si je suis sur Z2 et je vais mettre des flèches vers la droite et vers le haut, et que j'ai un cluster de sites occupés qui suit la direction de ces flèches, infini, ce cluster-là ne va jamais pouvoir être vidé. Et donc, en fait, ça rappelle, et c'est la percolation orientée à 2 dimensions, on sait très bien que si la densité des sites vides est trop petite, les clusters, donc la densité donc, des sites occupés est grande, la densité des clusters de percolation orientée, donc qui sont des clusters bloqués sous cette dynamique, percolent. Donc, ce n'est pas surprenant que ces modèles-là appartiennent à la classe des modèles subcritical. Donc, ici, donc, je vous ai mis aussi ce qui se passe pour la
percolation bootstrap pour chacune de ces classes. Donc, dans la première classe, dans les modèles unrooted, c'est les modèles comme FA1F, des modèles dans lesquels on a une gouttelette qui est finie, elle n'a pas besoin d'aide à l'extérieur, elle peut bouger toute seule. Aussi pour la bootstrap, c'est naturel parce que la bootstrap mesure juste le temps pour atteindre l'origine. La taille, le temps d'infection va écheler de la même façon, avec une puissance différente typiquement, parce que la bootstrap mesure juste la distance à la première droplet, alors que les modèles stochastiques mesurent le temps qu'il faut pour atteindre. Le temps, par exemple, en FA1F, la bootstrap va juste prendre l'origine à distance 1 sur Q du premier zéro, donc le temps de la bootstrap sera juste 1 sur Q. Mais le temps de FA1F à une dimension est 1 sur Q à la puissance 3, parce qu'il faut que c'est random walk qui, pour pouvoir bouger, doit vider un site, donc va attendre un temps 1 sur Q, et qui doit overcome, donc il doit franchir une distance 1 sur Q, arrive à l'origine, d'où le fait que pour FA1F, on a 1 sur Q fois 1 sur Q à la puissance 2, qui nous donne 1 sur Q à la puissance 3 pour les échelles de temps typiques. Alors que pour l'équivalent bootstrap, le temps c'est juste 1 sur Q. OK, donc ensuite, la deuxième classe rooted, supercritical rooted East, pour la bootstrap, le scaling est bien différent. Donc pour la bootstrap, ça ne la dérange pas d'éviter tout le monde. Donc le temps pour pouvoir atteindre l'origine, pour East à une dimension, pour la bootstrap, pour la dynamique déterminée, c'est juste 1 sur Q, le temps de pouvoir vider tout le monde et atteindre l'origine. Alors qu'ici, dû à cette barrière énergétique dans la dynamique, il y a cette correction log. Donc pour les modèles finitely critical, on en a bien parlé pour FA2F. Donc il y a ces droplets qui sont de cette taille, et donc c'est les mêmes types de droplets pour la dynamique bootstrap et pour la dynamique stochastique, d'où le fait que l'exposant est le même dans l'exponentiel, mais la constante devant sera différente, ou alors il y a des corrections log qui apparaissent dans l'une et pas dans l'autre parfois. La classe infinitely critical, celle qui contient Duarte, c'est un peu les mêmes mécanismes que pour East. En fait, maintenant, c'est des droplets qui sont typiquement, qui doivent avoir une taille 1 sur Q pour pouvoir être, disons, mobiles, parce qu'il faudra qu'ils aient un zéro autour. C'est encore une dynamique coopérative comme pour FA2F. Elle est encore plus constrainte parce qu'on cherche les deux voisins libres seulement dans un voisinage plus restreint. Mais à différence des FA2F, ces droplets mobiles pour Duarte ne pourront pas bouger dans toutes les directions. Elles peuvent bouger juste dans une direction, comme les zéros pour East, d'où le fait que pour pouvoir franchir une distance L, je vais devoir créer log L droplet pour le modèle Duarte. Mais alors, pour les modèles Duarte, vu que la densité, si je suis sur Z2, et donc je suis en train d'attendre à l'origine que ma dynamique Duarte touche l'origine. Donc, je regarde d'abord quelle est la distance entre moi et typiquement la première droplet. C'est une distance qui va écheler de façon exponentielle 1 sur Q. Après, il y a des corrections log, mais pour le moment, ça ne coupe pas. Et pour que ces droplets me touchent, il faudra attendre qu'une dynamique que je franchisse, une barrière énergétique qui va être créée log L droplet, où L, c'est cette distance. D'où le fait que je vais payer un temps qui est Q à la puissance, non, pardon, pas Q, donc la densité de la droplet, donc exponentielle, l'envers de la densité, donc exponentielle 1 sur Q, qui est l'envers de la densité de la droplet, en puissance log de L. Mais L, c'est cette distance-là, donc log de L me donne le deuxième Q. D'où le fait que pour Duarte, j'ai exponentielle 1 sur Q au carré. Il y a des corrections log, hein, mais je ne les mets pas. Donc c'est un peu le même mécanisme. Pour franchir une certaine distance avec ces règles-là, je vais devoir donc créer log distance droplet. Et une chose importante que je veux dire avant de m'arrêter, c'est que on a un critère très simple que si vous me donnez votre règle préférée, si vous inventez votre règle à 2 dimensions, avec un nombre fini d'opérations, ou fini,
ça dépend du nombre de la taille de votre voisinage, on peut déterminer de façon immédiate à quelle classe on appartient. On n'aura pas les exposants. Pour avoir les exposants, ou alors encore plus les constants, il faudra travailler, mais décider si c'est une divergence polynomiale avec correction log ou exponentielle, etc. Et si ça va comme la bootstrap ou si c'est un exposant qui est 2 fois celui de la bootstrap, c'est immédiat à décider une fois que vous donnez la règle. Et donc pour finir, comme take-home message, en général, pour ces modèles avec contraintes cinétiques, les mouvements dans les régimes de basse densité est dominé par les mouvements des droplets. Ces droplets peuvent être finis, comme des tailles finies, ou avoir une taille qui diverge elle-même quand la densité des 0 va à 0. Et elles n'ont pas toujours un mécanisme de mouvement qui est le coalescing and branching exclusion process comme pour FA de F. Parfois, c'est une dynamique bien plus complexe qui demande, comme cette dynamique, comme dans ce cas de cette règle orientée, dans laquelle pour pouvoir faire bouger nos gouttelettes, il faudra créer des zéros, ensuite guérir des sites, en créer d'autres. Et donc, en général, le scaling peut être bien plus méchant que celui pour la dynamique monotone bootstrap. Enfin, je voulais vous dire que les outils mathématiques qu'on a utilisés sont assez flexibles, donc on travaille pour étendre les résultats à plus grande dimension. Donc, s'il y avait des problèmes plutôt géométriques, maintenant les résultats pour la bootstrap ont été étendus aussi pour l'universalité, pour trouver les différents scaling pour la bootstrap à toute dimension. Donc, on travaille sur ces côtés. Je pense qu'il ne devrait pas y être des surprises. En revanche, ce qui est très ouvert pour ces modèles, pour ces KCM, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas sur le processus stationnaire, mais on démarre dans une configuration initiale qui n'est pas tirée avec la mesure d'équilibre. Dans ce cas-là, même des questions assez simples, comprendre que si on démarre dans une distribution initiale qui est Bernoulli, mais pas avec la bonne densité des vides, on converge à l'équilibre, ce qui devait être vrai pour vous qu'on soit, par exemple, toujours vrai pour les modèles qui n'ont pas de transition de percolation, n'est pas du tout quelque chose de simple, et c'est connu seulement pour certaines règles spécifiques. Par exemple, pour la règle East, c'est connu à toute dimension, mais ça utilise vraiment l'orientation de cette règle. Pour FA1F, c'est connu dans certains régimes de paramètres, mais il n'y a pas vraiment des outils, je dirais, robustes pour montrer ces résultats. Et il y a sur la partie hors équilibre, c'est là où le comportement devient très intéressant. Il y a des conjectures qui sont numériquement qui ont été, disons, à partir des simulations numériques, sur le fait qu'il y a des formes limites non aléatoires qui émergent quand on regarde ces modèles à partir des configurations, supposons les modèles FA1F. Si on part d'une configuration on est à 2 dimensions, on part d'une configuration qui a un seul vide à l'origine et le reste est complètement occupé. Et je vais regarder, donc petit à petit, à partir de l'origine, je vais vider des sites et je regarde la région un certain temps qui a été déjà vidé une fois. Quand le temps devient grand et on rééchelle cette région avec le temps, il semble converger vers une forme limite non aléatoire. Donc, mais démontrer ce théorème des formes pour ces modèles qui est non attractif, d'où la présence des contraintes, reste encore un problème ouvert formidable, je dirais. Okay. Merci.